Eh bien, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette conclusion de notre webinaire. Après une journée d'échange, il vient le temps de faire un petit bilan sur les échanges. Dans le cadre de l'introduction, puis dans les trois parcours, nous avons abordé la façon dont les coopérations territoriales permettaient de répondre aux objectifs de développement durable, comment on pouvait innover dans les territoires, comment est-ce qu'on pouvait former et valoriser les compétences pour la coopération. Et donc, on va entendre maintenant euh, un petit retour sur cette journée. Ça se déroulera de la façon suivante. Les leçons tirées des trois parcours, avec les animateurs de chacun des parcours et Baptiste Gapen de Territoire Audacieux en animateur. Et enfin, nous aurons le plaisir d'entendre le témoignage de Patrick Vivray, qui nous dira comment aller plus loin à partir de ce qui s'est dit aujourd'hui. Eh bien, je vous laisse la parole. Je te laisse, Baptiste, animer cette séquence de bilan. Merci Simon, j'espère que chacune et chacun d'entre vous ont bien profité de la journée et de la richesse des échanges. Nous, on a pu, avec mes équipes, suivre un peu les différents parcours et on a entendu beaucoup de belles choses et aussi d'éléments qu'on a pu croiser dans nos différents reportages et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire pour cette séquence de conclusion. On va inviter à chaque fois une personne d'un parcours qui va venir nous raconter rapidement ce qui s'est dit et puis comment elle a vécu un petit peu sa journée. Et puis ensuite, nous, on va essayer d'élargir à partir de reportages réalisés par les équipes de Territoire Audacieux, tous ces enseignements et pouvoir vous proposer un ensemble d'initiatives, hein. Le ministre en parlait ce matin, c'est important de valoriser ce qui se fait déjà. Et donc, on va vous proposer une dizaine, une quinzaine de liens pour pouvoir aller plus loin par rapport aux différents enseignements. Je vous propose de commencer par le premier parcours avec du coup Sandrine Fourny du CEREMA qui va représenter ce parcours. Sandrine, est-ce qu'il y a une idée forte qui est ressortie déjà du parcours? Sur ce parcours, donc je rappelle, c'était s'initier aux démarches coopératives. L'idée force, c'est à la fois l'articulation entre de l'envie d'y aller, de la motivation, et on l'a retrouvé à travers un certain nombre enfin, dans tous les exemples, et à la fois l'importance d'être outillé, c'est-à-dire à la fois de disposer en fin de compte d'un cadre, puisque ces outils permettent en fin de compte de pose des étapes ou pose aussi des objectifs, mais du coup, ce cadre il a aussi l'agilité, la souplesse, ensuite de complètement s'adapter à la situation des territoires, à la situation des acteurs. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je résumerai très rapidement ce parcours, en tout cas l'idée force que j'ai retenue de cette journée. C'est vrai que le cadre a été évoqué aussi ce matin dans la première table ronde où on a à la fois vu la demande de pouvoir se dire on a besoin d'organiser, mais en même temps d'être libre. Est-ce qu'il y a des pistes aussi qui ont été évoquées dans le parcours? Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'a étonné? Moi, ce qui m'a étonné, c'est que souvent on parle beaucoup de posture ou de changement d'acquisition de nouvelles compétences. Alors, je sais pas si je dirais que je suis étonnée, mais en tout cas, on a beaucoup parlé de nouveaux métiers, sans forcément peut-être d'ailleurs en parler comme ça. De nouveaux métiers, par exemple, alors je vais donner cet exemple-là, mais par exemple des fresqueurs. Alors évidemment, on parle beaucoup des fresques, etc., la fresque de l'engagement local, mais ce qui était intéressant, c'était de voir comment, en fin de compte, cette aptitude d'animation, hein, on l'a vu tout au long de la journée, hein, ce métier d'animation, comment il s'articulait aussi avec une vraie professionnalisation, soit sur le développement local, soit sur la transition écologique, soit parfois sur des sujets qui sont plus pointus. Mais en fin de compte, c'est ça aussi qui est enthousiasmant, c'est de voir en fin de compte que ça fait émerger de nouveaux métiers parce que les transitions qui nous concernent et le fait que l'innovation vienne des territoires et que
c'est chaque fois différent. Eh bien, ce désir-là, cette envie-là, eh bien, elle conduit aussi, à la fois, on a parlé du cadre, mais aussi à imaginer de nouveaux métiers qui vont se développer. Et en fin de compte, je voudrais pas caricaturer, mais ce sont des personnes qui disposent de plusieurs cordes à leur arc, d'une boîte à outils, c'est certain, qui évolue, et aussi de plusieurs cordes à leur arc quand on parle de l'écoute, de l'analyse des besoins, de savoir enquêter auprès par exemple, nous on a eu cet après-midi des entreprises, et aussi être capable de les outiller d'un point de vue numérique, d'un point de vue outil. Donc voilà, je mettrai l'accent sur ces nouveaux métiers en lien avec les démarches coopératives. Un dernier mot qui est ressorti plus qu'un autre. Oui, alors j'ai parlé de désir, envie, outils, etc. Moi, il y a un mot qui est ressorti, qui n'était pas forcément. On a beaucoup parlé de synergie et d'amnésie. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que lorsque l'on parle de systémie, de pouvoir faire appel à des acteurs qui sont parfois très éloignés, on a un réflexe qui est assez commun. C'est évidemment, on les identifie dans les cartographies et qu'en fait, le quotidien, après, nous amène parfois aussi à oublier un petit peu cette systémie et à revenir. Voilà. Donc, on a vu qu'il y avait vraiment ce souhait de sortir des silos, des fois qu'on y revenait et que du coup, voilà, c'est aussi pour ça que je fais le lien avec les nouveaux métiers, comment on revient à cette ouverture en termes d'acteurs qui nous amène aussi à cette ouverture sur des cultures très différentes. Super. Ben, j'ai eu la chance, moi, d'assister vraiment à tout ce parcours-là. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. La première, c'est un mot qui est pas mal revenu aussi ce matin, c'est la question de l'apprentissage et du cheminement commun. Quelqu'un qui a eu une phrase que j'ai trouvée très intéressante, la complexité nécessite de cheminer. Et donc, comment on réussit à trouver, justement, tu parlais de cadres tout à l'heure, des cadres qui permettent de cheminer ensemble. Donc, c'est vrai que la fresque de l'engagement local qui a été présentée est typiquement un bon début. J'ai bien aimé aussi, dans la présentation, on a parlé de faire connaissance, mais aussi de se rappeler qui est sur le territoire et avec qui on peut coopérer. Que ce n'est pas juste de l'interconnaissance, mais c'est aussi permettre de se rappeler vraiment qui est avec nous et qui peut être avec nous dans le cadre de ces coopérations possibles. Et c'est une notion dont on avait un petit peu parlé aussi ce matin et que je trouve assez intéressante. Donc on avait croisé Michael pour pouvoir faire un article sur la fresque de l'engagement. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin et qui n'en ont pas entendu parler aujourd'hui, on va mettre un petit lien aussi qui présente bien la fresque et ce que ça peut être comme outil pour pouvoir finalement débuter un cheminement commun. Et puis ensuite, dans les autres exemples qu'on a pu croiser sur les 2 dernières années, il y a une initiative du pôle métropolitain de l'Artois qui nous a particulièrement intéressés chez Territoire Audacieux, puisqu'on a eu la chance de s'embarquer avec leur club des élus de l'éco-transition, où eux, leur manière de se dire, tiens, en fait, comment on peut créer des coopérations entre les différentes villes et différentes structures du pôle métropolitain, eh ben, on va créer un club où les élus et les agents vont pouvoir se retrouver. Et donc, pendant un an, on les a suivis. On a notamment pu réaliser avec eux un voyage en Italie, puisqu'ils ont amené tous les membres du club de l'éco-transition en Italie pour pouvoir aller s'inspirer pendant toute une semaine. Donc, il y a un reportage vidéo qui a été produit pour pouvoir revenir un petit peu sur les différents apprentissages. Et ce qui nous a marqué cette année, c'est qu'en fait, le fait de pouvoir cheminer ensemble, justement, et de pouvoir faire des visites apprenantes, des conférences ensemble, pouvoir débriefer ces conférences entre pairs a permis progressivement d'emprunter un chemin commun entre les différents membres du club. Ensuite, avec entre élus et citoyens, parce qu'on en a parlé ce matin, on a traité plusieurs fois à Los Angeles du dispositif des 50-50, qui est un petit peu plus connu, dont on reviendra peut-être pas vraiment en détail cet après-midi, mais cette idée de se dire, quelqu'un veut faire quelque chose, ok, la collectivité peut apporter et le citoyen va faire lui-même. Donc, ils ont fait des 50-50 avec les agriculteurs, par exemple, pour refaire les routes, ou avec les citoyens pour pouvoir créer des potagers. Pour ceux qui ne connaissent pas les dispositifs des 50-50, ça vaut vraiment le coup d'aller se renseigner pour montrer justement comment citoyens et collectivités peuvent créer ensemble et apprendre à se connaître progressivement.
Et puis cette année, on a été très marqué par un reportage qu'on a fait avec le département de la Dordogne, qui avait comme objectif de rendre ses cantines de collège 100% bio. Et en fait, ils ne se sont pas du tout arrêtés là. Ils ont travaillé avec tout le milieu agricole pour pouvoir définir les prix, pour pouvoir créer des filières, pour pouvoir réussir finalement à avoir un projet systémique autour de l'alimentation. Et c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas cette initiative du département de la Dordogne, ça vaut le coup de voir comment d'une idée, il y a un département qui a pu avoir ce rôle de facilitateur. On en a parlé plusieurs fois aujourd'hui de quel rôle pour la puissance publique. Eh bien, ce rôle de facilitateur, il est assez bien fait dans le cadre du département qui va voir les agriculteurs en leur disant, nous, on aurait besoin de tel aliment. Est-ce qu'on peut créer une filière, adapter son marché public pour pouvoir le faire? Et donc, comment on met tous les acteurs autour de la table? Ils sont aussi allés voir évidemment les cantiniers pour pouvoir leur réapprendre certains gestes parce que ça demande plus de cuisine, de pouvoir faire du bio et du local. Et donc, cette initiative est plutôt intéressante. Et puis, il y a une autre initiative qui a été traitée avec une interco qui permet aussi d'apprendre et de cheminer ensemble, c'est de partager des locaux. Et donc, l'interco Co-Ostrobert, qui est dirigée par le président de la l'ANCT, eh bien, en fait, partage ses locaux avec une entreprise qui avait des locaux vides. L'Interco, elle, cherchait à pouvoir reloger une partie de ses équipes. Et donc, il y a un partage de locaux qui permet, du coup, d'avoir des échanges réguliers sur les temps, finalement, comme le repas, de pouvoir juste se croiser, etc. Et donc, on a un partage de lieux qui permet, finalement, derrière, d'arriver parfois à certaines coopérations. Sandrine, tu as parlé tout à l'heure aussi de posture, et c'est vrai que les outils, ça a été euh, dans ce parcours, les outils ont beaucoup été évoqués. On a parlé de enfin, de la fresque, on a parlé aussi de votre outil au CEREMA. Et ça rejoint quelque chose qui nous a aussi plutôt marqué cette année chez Territoire Audacieux, c'est de voir que certaines initiatives, parfois, elles marchent juste sur des petits détails sur du marketing, par exemple. Et de se dire, des fois, on a besoin, pour pouvoir apprendre ensemble, pour pouvoir faire ensemble, de d'être très vigilant sur la manière dont on propose ces dispositifs et ces différents outils. Et on l'a notamment vu à Saint-Dizier dans le cadre d'un reportage sur une guinguette mobile où on a croisé des élus qui nous disaient, mais ça fait des années qu'on essayait de proposer des soirées à nos administrés et personne ne venait. Mais depuis qu'on a monté une guinguette mobile et qu'en fait c'est un petit camion rouge qui se déplace de village en village, qui présente ça de manière très sympa, et ben on a 200 personnes à chaque fois que la guinguette mobile s'arrête autour de Saint-Dizier. Et donc je voulais revenir sur cette idée. Aurélie Mézières en a parlé ce matin, je ne sais pas si vous avez été attentif, elle a parlé des VIP, elle a parlé de la PAC. Tous ces petits détails du quotidien parfois permettent aussi de mieux se comprendre et de pouvoir enclencher des coopérations. Il y a le mot récit qui est revenu aussi plusieurs fois, l'air de rien. Et nous, on l'a croisé plusieurs fois aussi cette année. Attention, au moment de mettre tout le monde autour de la table, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quels sont nos points forts? Quel est notre projet? Tout ça, ça demande aussi de travailler la manière dont on en parle et donc de travailler la mise en récit pour l'utiliser, non pas juste pour communiquer, mais pour fabriquer du commun et pour fabriquer des temps à passer tous ensemble. On l'a vécu en étant embarqué avec la communauté de communes Creuse Grand Sud qui voulait se poser des questions sur la transition écologique. Et on vous mettra le film qui a été réalisé avec cette communauté de communes. Elle avait envie de savoir quels étaient ses points forts pour essayer de savoir comment et ce qu'elle allait devenir dans le cadre de ces politiques de transition. Et enfin, tout à l'heure, on parlait d'outils. C'est vrai que les tiers-lieux sont souvent des outils où on peut se retrouver. Alors, il y a tiers-lieux et tiers-lieux. On est très souvent sollicité en tant que journaliste pour venir parler de tiers-lieux montés par des collectivités. Et on est beaucoup sollicité par des tiers-lieux qui ne fonctionnent pas. En fait, où la collectivité a voulu tout diriger
et où finalement, bah, il n'y a personne dans le tiers-lieu, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de coopération, alors que ce sont des lieux qui doivent être vivants. Et il y en a un qui a particulièrement retenu notre attention cette année. On a été vraiment impressionné par leur démarche. C'est le tiers-lieu du Lien, ça s'appelle Le Lien, à Tarbes, où leur idée, c'est de pouvoir trouver enfin, dans l'interco, tous les acteurs qui souhaitent miser sur le lien dans le cadre de la transition écologique plutôt que de répondre par des solutions très techniques. Et ils sont partis d'une friche et ils ont pu recréer un petit peu tout un climat de confiance et le faire avec la collectivité, comme le disait ce matin un des acteurs, pour pouvoir faire de la mobilité, pour pouvoir faire d'autres choses. Mais en tout cas, la collectivité n'est pas venue décider de tout sur le tiers-lieu. Et donc, les coopérations entre acteurs économiques, notamment, ont été grandement facilitées par le tiers-lieu. Est-ce qu'on peut passer au deuxième parcours? Est-ce que Charles Benoît est ici et peut Absolument. nous dire de son côté sur le deuxième parcours, quelle a été un peu l'idée forte qu'il a pu retenir? Tout à fait, merci. Et bonjour à toutes et tous. En introduction ce matin, Philippe Dessertine avait ouvert en disant il n'y a pas de changement sans innovation, il n'y a pas d'innovation sans coopération. Nous avons ajouté dans ce parcours valoriser et développer les compétences de coopération territoriale un troisième postulat, il n'y a pas de coopération sans enracinement territorial. Le territoire, c'est à la fois l'intérêt général à portée de main, c'est à la fois le lieu d'expérimentation de nouveaux modèles parce qu'on n'innove pas hors sol, et puis peut-être aussi et surtout, c'est le lieu de la confiance où il est possible de dépasser l'entre-soi pour faire de l'entre-tous. Et on sait bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Face à ce postulat, on s'est posé la question, oui, très bien, aujourd'hui, les études d'impact montrent les impacts du faire alliance en France en termes d'innovation, de confiance et de performance. Ils montrent aussi l'envie de faire alliance, mais force est de constater qu'on n'y est pas encore. Et d'ailleurs, on n'est pas devant l'ensemble des 193 nations qui, en 2015, lorsqu'ils ont signé les ODD, ont quand même eu la sagesse de rajouter un 17e objectif de développement durable. Il nous faudra aussi 15 ans pour inventer les méthodes. Et d'ailleurs, on s'est dit que si quelqu'un parmi nous avait déjà inventé la méthode, qu'il nous le dise, nous permettrons au monde entier de gagner 5 ans sur les objectifs de développement durable. Il ne semble pas, au dire de ce que nous avons constaté, que ce soit le cas. Alors que fait-on quand on ne sait pas encore, mais on ne sait pas rien? Et c'est cette question-là qui est importante. Parce que si on savait, ben on modélise les acteurs académiques, on a eu de très beaux témoignages académiques. Si on savait déjà, on modélise, on met en œuvre, et puis mais là, c'est un peu comme les chercheurs qui savent qu'ils vont trouver quelque chose, hein, parce que sur les biothérapies génétiques et cellulaires, grâce à l'AFM Téléthon et ses pairs à travers mondiaux, les biothérapies génétiques et cellulaires avaient été ouvertes et c'est comme ça qu'on a pu sortir de la crise de la Covid en 9 mois, parce qu'il y avait déjà eu de la recherche. C'est pas parce que tout d'un coup on a mis des milliards sur la table, c'est parce que quelque part, on était à maturité pour y arriver. Et donc, quelque part, quand on n'y est pas arrivé, mais qu'on a déjà des clés pour y réussir, comment peut-on faire? Et là, on a posé une hypothèse, il faut inverser le regard. Nous sommes focalisés dans nos sociétés sur le dernier kilomètre des solutions, comme s'il fallait les pousser, et comme si les territoires étaient juste les réceptacles de ces solutions. On a pensé qu'il était intéressant, non pas de s'opposer à cette vision-là, mais de l'articuler avec la compréhension, l'écoute et l'attention au premier kilomètre des besoins, des ressources et des envies d'engagement. Et dans ce cadre, plutôt que de savoir valoriser et développer les compétences des coopérations territoriales en faisant la liste de l'inventaire des diverses méthodes qui existent, riches et nombreuses, que vivent aujourd'hui les jeunes de nos territoires, les personnes en formation professionnelle et chacun d'entre nous dans sa vie professionnelle? Nous avons regardé tout au long, finalement, d'un parcours de vie, du très jeune âge jusqu'à ses pratiques professionnelles, comment aujourd'hui déjà nos territoires sont déjà dans cette dynamique de pouvoir apprendre à faire alliance ensemble et à co-construire ce que l'on peut appeler d'ores et déjà l'ODD 17 en pratique, même si nous ne sommes pas encore en capacité de le modéliser, mais qui pourrait prétendre, dans un chemin de transformation,
à 2 tiers seulement du chemin de pouvoir dire qu'il a déjà les solutions. Et quelque part, juste, et j'en finirai là, le point essentiel de notre réflexion a été de dire que la problématique de la coopération, c'est qu'elle se vit beaucoup plus qu'elle ne se dit. Et c'est pour ça que nous avons commencé par la façon dont l'élu local, dans un territoire, dans un département, petit hommage aujourd'hui à l'Aude qui a rendu hommage hier à l'ensemble de son territoire qui s'est mobilisé par rapport au plus grand incendie européen depuis, je crois, les années 40. Ils étaient hier justement en train de fêter les femmes et les hommes, les jeunes qui se sont mobilisés pour finalement ensemble faire face à cette catastrophe dans l'Aude. Et finalement, comment est-ce que les élus, bien avant cette catastrophe, et peut-être c'est pour ça que les acteurs se sont mobilisés, comment ils ont impulsé la construction avec les jeunes des politiques de la jeunesse? Et nous avons terminé dans le dernier témoignage sur la relecture philosophique de la démarche riposte créative du CNFPT. Et pour tout vous dire, nous avons commencé par le rôle essentiel de nos élus locaux et nous avons fini avec cette question, est-ce que la philosophie pour réinventer notre imaginaire en commun est le fruit de la coopération ou la racine de la coopération? Merci beaucoup, Charles Benoît, pour cet éclairage. Et ça me fait penser à un projet sur lequel vous avez grandement participé avec le Rameau, puisque pour vivre la coopération au quotidien, vous avez participé à un projet que Territoire Audacieux a mené dans le Grand Bergeracois, où l'idée de l'expérimentation, c'était de voir comment la présence d'un média local positif pouvait permettre de favoriser les coopérations sur le territoire et de travailler la mise en récit des transitions. Donc pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, on pourra donner plus de détails parce que là, on est relativement contraint, mais l'idée, c'était d'essayer de révéler l'invisible positif d'un territoire pour permettre de se mettre en route collectivement et de pouvoir avoir justement un cadre dont on parlait tout à l'heure pour que différentes personnes puissent venir s'exprimer, partager, vivre ensemble ces coopérations. Et on est à la fin d'une phase 2. Ça fait 2 ans que cette expérimentation vit et on va en faire tout un bilan là dans cette deuxième partie. Mais on a en tout cas un outil qui est au service des acteurs, qui détecte, qui met en valeur, qui crée de la fierté, qui cartographie et qui est surtout coporté. En fait, c'est pas un média avec une vision objective du territoire, mais c'est un média où on invite l'ensemble des acteurs à venir co-porter le récit et à venir co-construire avec les journalistes, en fait, son implication. Et donc, notamment sur les coopérations, on a remarqué, parce qu'on a un copil où on reçoit l'ensemble des acteurs qui veulent participer à cette démarche, qu'il y a plusieurs étapes dans la coopération finalement avec ce média. C'est qu'on a des personnes qui sont d'abord juste lectrices du média, qui découvrent. Ensuite, elles vont utiliser le média comme une ressource crédible pour démontrer finalement que tout ça fonctionne. Ensuite, elles vont pouvoir rejoindre un comité de pilotage pour pouvoir agir en faveur du territoire. Et en fait, la quatrième et cinquième étape sont vraiment intéressantes. C'est se sentir en confiance pour débattre. On a vu lors du copil de ce média qu'on avait pu en fait créer de la confiance et de l'interconnaissance suffisante pour pouvoir débattre autour de sujets très importants, notamment est-ce que le Grand Bergeracois existe? Et puis derrière, la dernière étape, c'est d'être suffisamment engagé pour aider la démarche. Pour celles et ceux que ça intéresse, on pourra en reparler. N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit Charles Benoît qui connaît très bien le projet ou à nous du côté de Territoire Audacieux. Il nous reste 6 minutes pour conclure le troisième parcours. Est-ce qu'il y a une personne de l'ANPP qui est là? Est-ce que c'est Michael ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Alors, je crois que c'est moi et je suis pas de la NPP mais de la NCT. Ah, Mais super. voilà, on a co-animé ce parcours avec Julien et Michael. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être du coup une idée forte qui est ressortie, un mot particulièrement de ce troisième parcours?
Peut-être ce que je retiens, c'est vraiment la diversité des formes de coopération qui ont été présentées, que ce soit en termes d'échelle, en termes d'initiative, en termes d'acteurs. Euh, on a eu vraiment une présentation d'expériences locales absolument différentes et c'était en soi très encourageant dans ce que ça rend possible en fait et dans la diversité des modes d'action et des modes de faire possibles tout en revenant assez facilement sur des conditions de réussite ou des leviers qui sont tout à fait communs. Et là, on revient à ce qu'on s'est dit ce matin aussi beaucoup en termes d'enjeux de posture. On a beaucoup parlé de lâcher prise, de pas pouvoir tout contrôler tout de suite, de, de, de se laisser le temps aussi. On a parlé des compétences, on a parlé de système apprenant, en fait, de la nécessité de croiser les savoirs, mais surtout de se placer là aussi dans une démarche progressive et dans ce système apprenant. On a parlé de moyens et on a beaucoup parlé de temps, surtout. On a parlé du temps long comme une condition qui revient absolument tout le temps et en même temps avec le risque de l'essoufflement comme un risque peut-être majeur dans toutes ces démarches de coopération. Voilà. Juste un sujet d'étonnement. Est-ce qu'il y en a eu un particulier ou pas? Je sais peut-être pas étonnement, mais en tout cas, c'est vrai que la notion qui est utilisée par l'association S-Composition de concernement, je trouve, est assez intéressante dans ce que ça vient dire de ce qui nous attache à un territoire, aux autres, de ce qu'on vient y mettre et donc de notre sentiment de prise sur le monde aussi. Et donc, ouais, voilà, j'ai trouvé que c'était une notion assez intéressante à mobiliser dans les coopérations. Ouais, je trouve très intéressant cette logique d'appuyer le cadre temporel. On en a aussi parlé ce matin lors euh, de la visio d'introduction. Mais c'est vrai que pour travailler le temps long sans pression, mais en même temps, et ça a été lors du premier parcours aussi évoqué, c'est de se dire, est-ce qu'on doit mobiliser les gens sur un temps court pour avoir beaucoup de gens ou un temps long pour pouvoir avoir le temps de cheminer et d'apprendre? C'est une vraie question. Et on l'a retrouvé, nous, dans un reportage qu'on a fait il y a un peu plus d'un an et demi avec le département du Cher, qui a créé une forêt-école pour en fait se préparer au changement climatique et au fait que la forêt par chez eux n'a pas trop connu encore d'incendie, mais devrait, selon toutes les prévisions, en connaître et qui a besoin de se préparer. Et donc, il y a une forêt-école qui a été montée par le département pour y mettre à la fois les propriétaires forestiers, les pompiers, les équipes du département, toutes les personnes qui travaillent aussi au niveau du tourisme et les habitants, et d'avoir un lieu où on se retrouve sur le long terme pour pouvoir avoir un cadre de travail et pouvoir discuter ensemble justement de comment on est un petit peu plus résilient. Et c'est vrai que la résilience, ça a été aussi un peu la toile de fond de toutes les coopérations observées. Et je trouve que c'est un projet qui est assez intéressant pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Et sur la résilience, il y a un autre projet qui nous a marqué, qui est développé par la communauté de communes Côte-Ouest Centre-Manche avec l'aide de l'ADEME, où en fait ils ont regroupé les acteurs de la filière laitière pour développer la résilience énergétique du territoire. Et donc là, c'est l'idée de se dire comment on fait pour dépenser moins d'énergie, comment on fait pour pouvoir entre nous, donc il y a les laiteries, les agriculteurs, la chambre d'agriculture, les élus, les agents du territoire, collectivement trouver des solutions concrètes au potentiel choc énergétique. Comment on fait pour faire différemment? Et comment, quelle coopération entre nous on peut mettre en place? Donc, si vous avez l'occasion, c'est une expérimentation en plus qui est encore en cours, je crois. Ça vaut le coup d'aller la voir. Et dans ce que vous dites, il y a quelque chose que je trouve aussi intéressant, et on l'a un peu effleuré avec les tiers-lieux tout à l'heure, c'est la question du volontarisme politique et comment, en fait, la collectivité réussit à impulser un mouvement
tout en ne se mêlant pas de tout et en ne voulant pas décider de tout. Et on l'a vu dans un reportage qu'on a fait à Houston, aux États-Unis, sur la lutte contre le sans-abrisme, où en fait la collectivité a réussi à faire chuter la population de sans-abri de 61% et à reloger plus de 30 000 personnes, mais en changeant, en se disant, c'est pas nous qui allons le faire, on va confier toute cette politique-là à des associations, et à notamment une association qui dirige un consortium d'associations. C'est très intéressant, c'est une autre manière de voir les choses, et c'est vraiment inspirant si vous avez le temps de regarder. Et un dernier mot avant de donner la parole à Patrick Vivray, mais dans votre parcours et dans les autres parcours, il y a aussi eu beaucoup de fois le mot exemplarité qui est ressorti. Et donc, comment on y travaille et comment la collectivité peut être exemplaire. Et nous, on l'a croisé avec la ville de Copenhague, qui, pour en fait essayer de se dire, on ne veut pas aller vers du surtourisme, mais vers un tourisme durable, a décidé que les activités touristiques devraient être neutres en carbone d'ici 2050. Mais pour y arriver, elle a lancé une grande opération pour pouvoir en fait proposer des récompenses aux touristes qui adoptent des pratiques éco-responsables lors de leur séjour. Et pour ça, eh ben, elle s'est bien rendue compte qu'elle ne pouvait pas le faire toute seule. Et donc, elle a mis en place tout un système avec les entreprises, avec les associations, pour pouvoir réussir à évaluer d'abord ce que font les touristes et puis ensuite à pouvoir les récompenser. Voilà, il y avait encore beaucoup d'initiatives dont on aurait pu parler, parce qu'il y avait quelque chose aussi dans votre parcours sur la vulnérabilité qui a été très intéressant. J'ai vu la vulnérabilité dans les conditions de création des coopérations. C'est quand même très intéressant. On l'a beaucoup croisé dans les territoires de montagne, notamment que ce soit la communauté de communes Cœur de Chartreuse ou à Chastré. Mais on va laisser la parole à Patrick Vivray pour qu'il ait le temps de venir conclure correctement cette journée. Et merci, Patrick Vivray, d'être là. Euh, Merci à vous. Vous m'entendez bien là? On vous entend bien. D'accord. D'abord, merci de ces apports très, très riches qui montrent que votre colloque a été particulièrement fécond. Euh, Moi, je retiens plusieurs choses qui sont bien sûr loin d'être exhaustives par rapport à la richesse de ce que vous avez évoqué, mais je vais essayer de rebondir sur quelques-uns des points que vous avez évoqués. Alors, il y a tout ce qui concerne d'abord l'importance de la méthode, ce que vous avez dit sur le rôle de l'innovation dans les territoires, sur la question des systèmes apprenants, sur la question des enjeux autour du temps. Et il me semble que si on redonne au mot méthode son sens originel, hein, en grec méta-odos, c'est le chemin qui va au loin. Ça permet à la fois de montrer l'ambition de la méthode, le chemin qui va au loin, mais aussi le fait qu'une méthode n'est pas une baguette magique. Et vous avez insisté sur le fait que on s'engage dans un certain nombre de processus et pour autant, on ne sait pas forcément où on va. Et par ailleurs, vous avez insisté par exemple sur l'importance d'éléments qui pourraient apparaître comme étant de l'ordre du détail à l'origine. Et ça me faisait penser à ce que disait Edgar Morin, qui insistait dans les processus de transformation sur la question de l'improbable. Hein, dans ces trois principes d'espérance, il met l'improbable en premier et puis ensuite il évoque les potentialités créatrices et l'approche en termes de métamorphose. Et l'accueil de l'improbable est un élément clé de ce qu'on retrouvera dans la dernière partie de ce que je retiens, qui est l'approche systémique et donc ce qu'on peut appeler l'alliance des forces de vie et le repérage de ces forces de vie. Donc il y a un premier gros paquet autour de l'enjeu de la méthode comme chemin essentiel qui part de loin et qui va loin, mais qui pour autant accepte
de sortir des logiques de contrôle et de maîtrise. Alors, du même coup, ça m'amène à un second volet que vous avez évoqué à plusieurs reprises, qui est celui des récits et des mots eux-mêmes. Puisque des mots très forts, tels que par exemple le mot envie, qu'on peut décliner en distinguant les deux termes présents dans le mot, le terme de désir, le terme de métier, qui ont été plusieurs fois évoqués. Et quand on redonne à ces différents mots leur sens originel, on voit bien le lien avec l'importance de la méthode en tant que métaodos. Par exemple, le mot désir qui est construit sur le contraire de la sidération. Le sidus, à l'époque latine, dans une représentation où il y avait un univers sublunaire qui était l'univers de l'éternité, de l'absence de mouvement, donc l'univers sidéral. Et puis, il y avait l'univers de la vie, du mouvement, mais aussi de la mort, les deux étant intrinsèquement liés. Et cet univers de la vie et du mouvement, c'était justement celui de la désidération. Et ce qui n'est plus vrai évidemment sur le plan de la représentation astronomique. Par contre, sur le plan psychologique, reste à mon avis fondamental, et aussi bien de psychologie personnelle que de psychologie collective, c'est-à-dire quand on est dans un état de sidération, et Dieu sait si les angoisses et les sentiments d'impuissance actuels peuvent conduire à cet état de sidération, eh bien, c'est par l'énergie de la désidération, par l'énergie du désir, qu'on peut s'en sortir. Et l'un des éléments pour s'en sortir, et là c'est un autre mot que vous avez utilisé, qui est le mot de métier, là aussi, quand on redonne son sens originel au terme de métier, on va trouver quelque chose de très fort, puisque le mot métier, il est construit au Moyen Âge à partir de deux mots latins, qui est le ministère et le mystère. Le ministère qui est justement différent du magistère. Le ministère, il est dans une posture de service. Et pourquoi le mystère? Parce que si c'est un métier manuel à travers la transformation de la matière, c'est tout le rapport au mystère de la nature qui se joue. Et si c'est un métier relationnel, c'est tout le mystère du rapport à autrui qui se joue. Donc un métier, ça n'est pas du tout un job ou un emploi. Emploi, c'est même presque le contraire, puisque emploi, ça veut dire être plié à. Dans un métier, on se déploie autour de ce qu'est un véritable projet de vie, une véritable vocation. Et on comprend bien du même coup que on peut avoir des métiers qui ne correspondent pas à des jobs ou à des emplois, et inversement, on peut se retrouver passer à côté de sa propre vie si on n'a jamais l'occasion de réaliser pleinement son ministère mystérieux en tant que projet de vie. Et ça renvoie à une autre distinction que vous avez évoquée, mais plus furtivement à un moment donné, en évoquant l'importance du rôle des associations. Et souvent, par exemple, la confusion que l'on fait sur le terme de bénévolat, alors que le bénévolat, ça n'est pas le fait d'être sans rémunération ou sans gratification, c'est l'orientation bénéfique de la volonté. Donc le contraire de bénévolat, ça devrait être par exemple le malévolat ou le malfravolat. De la même façon que l'un des éléments clés d'une nouvelle approche de l'économie, d'une économie de l'oikos nomos réencastrée dans l'oikos logos, c'est-à-dire la théorie de la grande maison planétaire, c'est justement de développer des activités bénéfiques et de faire reculer, limiter et dans les cas les plus graves, interdire les activités nuisibles. Et ça nous ouvre à
un troisième et dernier élément qui est dans l'approche systémique que vous avez évoquée à plusieurs reprises. Il me semble que l'un des premiers éléments qui se joue, c'est le double changement, aussi bien dans le rapport au pouvoir, donc là c'est la question du politique et de la démocratie, que du rapport à la richesse. Le changement du rapport au pouvoir, c'est justement de dire ce qui va définir le pouvoir, ça n'est pas la conquête et la domination, qui en réalité sont source de dépression, mais c'est la puissance créatrice. C'est un pouvoir de création qui va être démultiplié par la coopération. Et ça change fondamentalement le rôle de la puissance publique que vous avez évoqué à plusieurs reprises. Mais ça change aussi très profondément la nature même du processus démocratique, c'est-à-dire sortir d'une démocratie intermittente, réduite à des élections et essentiellement organisée autour d'un affrontement et d'un affrontement pour un pouvoir de conquête et de domination, dont on voit bien que ces approches-là sont incapables d'affronter les grands défis, aussi bien écologiques, sociaux, culturels de notre époque, pour aller vers une démocratie continue, pour reprendre un terme tel que celui développé par Dominique Rousseau, mais on retrouve une approche comparable chez des auteurs tels que Pierre Rosanvallon, une démocratie qui ne se réduit pas aux élections, et une démocratie dans laquelle la capacité créatrice et coopérative devient absolument essentielle, y compris pour aller traiter des défis que vous avez évoqués, tels que par exemple le défi des méga-feux, et l'exemple très fort que vous avez pris sur la question de la forêt et de la forêt école est à mon avis très fort, c'est-à-dire que la forme démocratique dont nous avons de plus en plus besoin, c'est celle qui va nous permettre de faire face à des défis aussi colossaux que les défis écologiques. Et on ne traite pas des défis de cette nature en se posant la question qui sera le chef pompier dans quelques années. C'est immédiatement qu'il faut organiser un couplage de l'intelligence et de la solidarité, parce que toute forme de domination qui génère de la dépression est évidemment contre-productive. Et du même coup, ça me permet de dire aussi un mot sur ce qui me semble être absent dans ce que vous avez évoqué, qui est présent en creux, mais je trouve que c'est important de le décrire aussi de façon à ce que ça ne reste pas un point aveugle. Et ce point absent, c'est de dire qu'il s'agisse de la mutation dans le rapport au pouvoir vers la puissance créatrice, qu'il s'agisse de la mutation dans le rapport à la richesse et à l'économie, c'est-à-dire partir de ce qui compte vraiment et arrêter de confondre des bénéfices monétaires avec la question des activités bénéfiques. Il peut y avoir quantité d'activités bénéfiques telles que par exemple les activités associatives qui ne s'expriment pas par des gains monétaires, et il peut y avoir quantité d'activités nuisibles, par exemple des activités dangereuses sur le plan écologique, social ou humanitaire, qui génèrent au contraire des gains monétaires très importants. Et donc, ne pas confondre bénéfice et bénéfique, ne pas confondre perte et nuisance, et redonner là aussi le sens des mots, permet à ce moment-là de repérer parmi les points aveugles le fait qu'il y a bien des obstacles, il y a bien des adversaires dans ce chemin, dans cette méta-odos. Et il ne faut pas fuir, à mon avis, la question des obstacles et la question des adversaires. Par contre, et c'est un point essentiel d'une méthodologie démocratique, l'un des enjeux essentiels, c'est de transformer des ennemis en adversaires et de transformer de la violence en conflit.
Parce que nous sommes aujourd'hui en présence, et on le voit bien à toutes les échelles, aussi bien à l'échelle mondiale qu'à des échelles locales, avec des acteurs qui sont dans des logiques de violence, qui cherchent à attiser des logiques d'affrontement et même de haine, qui sont dans des logiques de négation des enjeux écologiques ou des enjeux sociaux, etc. Et donc, il faut pouvoir nommer ces obstacles et nommer ses adversaires, mais justement, et là la méthode démocratique est essentielle, de ne pas se laisser entraîner sur le terrain de la violence et la distinction entre la violence et le conflit. On pourrait même dire le fait de construire du conflit comme alternative à la violence, le fait de transformer des ennemis en adversaires fait partie, à mon avis, de ces éléments nécessaires. Et puisque vous avez évoqué aussi, bien sûr, la question des objectifs de développement durable, ben, il y a nécessité, me semble-t-il, et là encore à toutes les échelles, de repérer ce qui fait obstacle à la logique des ODD. Et quand, par exemple, Antonio Guterres a qualifié d'équivalent d'activité criminelle les postures négationnistes sur le plan du climat et plus largement du défi écologique et les a comparées aux postures négationnistes qui avaient été celles, par exemple, des grands lobbies du tabac, eh bien, cette capacité à nommer les obstacles et les adversaires est aussi une avancée sur le terrain de la logique du droit pour s'opposer à la logique de la force qui est aujourd'hui la grande caractéristique de la régression dans laquelle nous sommes. Voilà quelques éléments que je voulais indiquer qui sont à la fois en résonance et en rebond de ce que vous avez dit, mais en disant aussi qu'il nous faut inscrire tous ces éléments dans un moment historique où la grande transition que nous souhaitons et pour lequel les objectifs de développement soutenable avaient été choisis sont aussi confrontés à l'inverse, c'est-à-dire à une grande régression écologique, sociale et démocratique. Et ceci nous incite, et c'est mon dernier mot, à penser non pas la question des transformations sur un mode linéaire, et trop souvent le terme de transition est réduit à une approche linéaire comme s'il s'agissait de passer d'un point A à un point B d'une façon relativement simple et progressive, pour raisonner en termes de métamorphose, ce qui permet à la fois de comprendre les grandes rétractations, les grands moments de régression, ce qu'on peut appeler l'équivalent du temps des chenilles, sans pour autant abandonner les objectifs transformateurs, le repérage des forces de vie, l'équivalent de ces cellules imaginales qui amènent l'avenir et celui, par exemple, du papillon, si j'utilise la métaphore classique chenille-papillon, mais qui vont aussi nous permettre d'affronter le temps dans lequel nous sommes rentrés, qui est le temps du chaos, mais non pas en baissant les bras et en étant dans l'angoisse et dans l'impuissance par rapport à un chaos régressif, mais en pensant ces temps de chaos comme ce que Félix Guattari ou Alain Damasio ont appelé une chaosmose, ou ce que je préférerais appeler une chaomorphose, qui permet au contraire de faire que ce temps chaotique dans lequel nous sommes rentrés soit au contraire un temps de chaos créateur. Et à ce moment-là, on voit bien que le rôle de cette nouvelle approche de la démocratie, de cette nouvelle approche de l'économie, peut être essentiel et il pourrait être tout à fait exprimé pour être dans l'actualité française immédiate par l'équivalent de ce qu'a été un processus d'états généraux qui a été la réponse que notre pays a trouvée quand il y avait une conjonction
d'une grande crise du politique, d'une grande crise financière, et auquel il faut ajouter aujourd'hui l'autre élément plus déterminant encore, qui est une grande crise écologique, eh bien, quand on est dans cette confrontation, on a besoin d'aller mobiliser l'intelligence créative de l'ensemble de la population, pas du tout pour abandonner le rôle des institutions démocratiques, le rôle des élus, etc., mais pour les revivifier à la lumière de cette intelligence démocratique globale de la population. Voilà quelques éléments que je peux apporter. Eh bien, un grand merci, Patrick Vivray, pour ce regard à la fois lucide, mais quand même plein d'espérance et qui surtout nous permet de prendre de la hauteur et de mettre un peu en perspective les échanges de cette journée. Il est 16h51. On a quasiment respecté le temps. Il me reste quand même à remercier nos partenaires. Je vais les afficher à nouveau. Je partage mon écran rapidement. Donc, je voulais une dernière fois remercier évidemment les partenaires avec lesquels j'ai construit cette journée et ces parcours, la NCT, la NPP, le CEREMA, tout le réseau Comet, le CGDD et le Rameau. Et puis évidemment nos soutiens financiers, ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Transition écologique, la Banque des Territoires, le Rameau et Veolia. Donc encore un grand merci à toutes et à tous, à vous autour de cette table virtuelle et puis bien sûr à tout le public qui a suivi ces échanges. Et je vous rappelle que les replays et les ressources supplémentaires, des ressources supplémentaires seront disponibles très prochainement dans l'espace Klaxoon qui vous a permis d'accéder à ces visios. Et évidemment, les replays, dès qu'on les aura édités, qui seront prêts, ils seront diffusés pour toutes et tous. Voilà, merci encore une fois à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt dans les territoires, dans des coopérations. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Merci. Wow. Au revoir. Bonne fin de journée à tous, au revoir.